plaisir de vous retrouver à nouveau cette semaine. Bonjour à tous et merci d'être des nôtres. On parle ce midi de ce document indispensable dans la recherche d'un emploi ou d'un stage. Vous vous en doutez, il s'agit de la lettre de motivation. Elle fait partie des pièces importantes à fournir. Et dans Autant savoir, nous allons apprendre les normes pour pouvoir bien la rédiger. Et des inventions, il y en a presque chaque jour. Mais ce que vous ignorez, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elles ont besoin d'être protégées. Et Innovation s'en charge ce midi. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène Fanou, bonjour Ariane Da Silva et bonjour aux téléspectateurs. La pleine forme? Ouais, ça va bien. Arichou. Mylène Chou. Elle n'a pas eu le temps tellement elle me dévorait de... C'est un noir et un rouge inspirant. On dit que les femmes qui s'habillent en noir ont une vie pleine de couleurs. Ah oui? Rebecca, c'est vrai? Dis-nous. C'est vrai? Ben, vous êtes les mieux placés pour, pour le dire. Hein. Vous me voyez, vous me côtoyez tous les jours, donc dites. Ben, ta vie privée, on n'en sait pas grand-chose. Ben, la vie privée, c'est la vie privée. Hein. Ouais, c'est trop facile, c'est trop facile. Alors, notre référence de ce midi est atypique. Atypique de par son parcours, atypique de par ses choix de vie. Je m'en arrête là, je vous laisse découvrir. C'est pas un choix que j'ai fait délibérément, ça c'est arrivé avec le temps. On va dire que j'ai quand même fait des études. J'ai eu ma maîtrise en anglais depuis 2003 et j'étais censée travailler dans une entreprise qui pourrait avoir besoin de moi pour une éducation bilingue. Et c'est à ce titre que j'ai eu mon emploi. Déjà en 2002, avant même de soutenir ma maîtrise avec ma licence, j'avais déjà été embauchée dans une grande entreprise de la place. Et j'y ai travaillé de 2002 jusqu'à cette année, curieusement, jusqu'en juin dernier, j'étais encore fonctionnaire plein. Mais l'idée de lancer mon entreprise parallèle m'est venue quand j'ai commencé par sentir les difficultés de la boîte qui m'employait. Et les salaires, ça venait, mais de mon poste, je voyais que les chiffres n'étaient pas très prometteurs pour que je continue d'aspirer à une retraite paisible. Et vu que les amis, les parents qui me sont proches, qui savent un peu que je cuisine bien et qui aiment bien ce que je leur offre à manger quand ils viennent chez moi, ont commencé par me solliciter pour de petits événements. On veut faire une petite fête à la maison et si tu t'occupais de la bouffe, on veut faire un petit événement, des retrouvailles. Régine, c'est toi qui vas gérer ce côté et tout. Et l'idée de commencer par commercialiser ce savoir-faire a germé. Et effectivement, tout doucement, depuis 5 années, cette aventure a pris corps. Honnêtement, ça ne me manque pas. Au contraire, j'ai l'impression que j'ai perdu 18 années de ma vie. 18 bonnes années où j'ai servi l'État, où j'ai travaillé pour l'entreprise. Pour moi, j'aurais pu fructifier ça autrement. L'ambiance de travail est tout autre. Avoir des collègues, rester dans les 4 murs d'un bureau climatisé, c'est bien beau, c'est réconfortant de guetter son compte en banque à chaque fin du mois, c'est vrai. Mais c'est vachement mieux quand on sue soi-même, quand on se réveille à 4 h du matin et qu'à 23h00, on compte le cash et qu'on sait combien on a gagné en 24 heures, je crois que c'est beaucoup plus excitant. Quand je regarde les chiffres, je crois que j'ai déjà triplé mon salaire à chaque mois. Hein. Ben, on organise sa journée comme on veut. On est libre de faire ce que l'on veut.
Et sans compter que ça vous donne des responsabilités. Les responsabilités ne sont plus liées cette fois-ci à une fonction donnée par rapport à un chef, par rapport à un subalterne, ou etc. Non, vous êtes tout plein responsable de vous-même, de vos actes, de vos agissements, de vos pensées, de tout ce que vous entreprenez, c'est vous le numéro 1 et il n'y a pas un numéro 2 après, quoi. J'ai quand même gagné de l'expérience en 18 années de service ailleurs. Aujourd'hui, ma structure, lorsque je prends des marchés public, je connais un peu les rouages de l'administration désormais. Je sais, grâce à mes expériences capitalisées, je sais comment je dois traiter ma clientèle, je sais comment je dois dynamiser la communication pour mon entreprise. Il faut travailler dur, il faut soigner ce que l'on fait. Et ça commence d'abord par l'amour du travail. Lorsque vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'y arriverez pas. On a beau vous mettre tous les moyens les plus modernes à disposition, vous n'y parviendrez vraiment pas. Parce que, voilà, il faut produire quelque chose qui est accepté par la population. Et dès lors que vous avez des gens qui aiment ce que vous faites, la pub se fait toute seule, les produits se vendent d'eux-mêmes. Et c'est ça qui vous permet de vous faire votre place au sein de cette société de consommation quand même un peu difficile à satisfaire. Je le disais, elle a un parcours atypique, elle a un parcours assez particulier, 18 ans. Sous quelqu'un, et là, elle est chef d'entreprise. Mais oui. C'est quand même pas facile de se lancer comme ça. C'est pas du tout facile, mais moi je trouve quand même que c'est inspirant. C'est inspirant parce que quand vous l'écoutez bien, elle trouve qu'elle a même perdu en fait 18 années de sa vie au service des autres, qu'elle aurait pu mettre ces 18 ans à son propre service, développer son entreprise depuis longtemps, parce qu'aujourd'hui, voilà, quand tu comptes de l'argent, quand tu as fini de rendre service aux autres et que tu comptes l'argent que tu gagnes par mois, tu te rends compte en fait que j'aurais dû laisser depuis, quoi. Comme quoi, franchement, en tout cas, moi, ça m'inspire. Il n'est jamais tard pour réaliser ses rêves. Ah oui, il n'est pas trop tard. 18 ans, elle disait tout à l'heure, je cite mot pour mot, j'ai l'impression d'avoir dormi pendant 18 années de ma vie. C'est profond en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle aurait pu aller vers l'entrepreneuriat un peu plus tôt. Elle se rend compte qu'elle a plus de bénéfices en entrepreneuriat qu'avec les 18 années ensemble. Vous imaginez, en fait, quand on est fonctionnaire d'État, ce qu'on aimerait, c'est aller au bout. Avoir sa retraite, se reposer après. Mais elle, 18 ans, 30 ans, je ne pense pas qu'il y ait trop de différence, c'est plus loin, mais elle a préféré tout lâcher pour se mettre... Oublier la pension, tout et tout, pour se mettre à son propre compte. Ben, je dis bravo, madame. Foncez, on devrait tous, suivre, pourquoi pas. si on le fait, l'État n'aura plus d'employés. Hein. Bon, il y en a qui sont quand même très dévoués à l'État, quoi qu'on dise, qui n'iront jamais du côté de l'entrepreneuriat. Mais moi, je dis quand même l'entrepreneuriat, c'est une belle aventure qu'il faut quand même essayer une fois dans sa vie. Mais et Rebecca est déjà sur le chemin. Ouais, dire qu'elle a perdu 18 ans, c'est un peu trop, hein, selon moi. Parce que je me dis, on ne perd jamais du temps, on ne perd jamais rien. Elle en a forcément appris. Elle a le temps de se préparer, de se forger. La preuve, elle l'a dit en fait dans son interview. C'est vrai qu'elle a estimé qu'elle a perdu 18 ans de sa vie au service des autres. Mais en même temps, elle reconnaît que cette expérience lui sert à quelque chose aujourd'hui. Parce que gérer par exemple des employés, enfin des collaborateurs, elle a sans doute appris tout ça quand elle était en entreprise. Comment par exemple faire de la com pour son entreprise, elle a appris tout ça. Donc on ne peut pas dire en fait que c'est inutile et elle-même l'a reconnu. Et même son carnet d'adresse. Oui, plus fourni aujourd'hui parce qu'elle a rencontré des gens, elle connaît des gens et tout. Donc ce n'est pas inutile.
Merci. Il faut qu'on devienne tous ou toutes entrepreneurs. Ça donne envie en tout cas. Des gens En tout comme cas, ça, ça inspire. Chaque soir. Ah oui, hein. Et quand vous Il y en a l'écoutez, qui font ce elle qu'ils dit aiment. par exemple que par mois, elle gagne déjà 3 fois son Ce salaire. qu'elle gagne, tu t'imagines? C'est... Ben ça donne envie. Franchement. Ouais, C'est ça, pas ce qu'on n'est aime pas- l'argent, mais bon. C'est la question que je me pose. Mais bon, l'argent est indispensable. Il faut juste pouvoir faire quand ce on qu'on aime aime. quelque Quand chose. l'argent est au rendez-vous, ok, mais si l'argent n'est pas au rendez-vous, on Ah accepte. bon? Et on continue avec. Ariane, merci. Merci beaucoup. Alors Rebecca, aujourd'hui, on ne découvre pas une nouvelle application, Non. ou pas une nouvelle plateforme. Non, plutôt, mais on va apprendre à protéger cette plateforme. C'est très important. On y va dans l'innovation. Rebecca, on y va? Tout à fait, Mylène, tu le disais à l'entame de cette émission, elle pousse par milliers ces startups ou ces entreprises qui innovent dans la créativité technologique. Mais est-ce que la question qu'on se pose, Mylène, c'est que est-ce que ces startups, est-ce que ces entreprises savent forcément comment protéger leur idée pour ne pas se faire pirater cette idée ou pour ne pas se faire voler cette idée? Aujourd'hui, on vous en parle. Aujourd'hui, on vous donne les aspects techniques et les aspects juridiques pour protéger votre création. Et pour le faire, nous sommes avec Rodolphe Adjaïbe. Il est chercheur en cyberdroit. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, c'est Alors, un plaisir. avec vous, on va parler de la sécurité, surtout de juridique des créations, des innovations technologiques et digitales. Alors déjà, dites-nous, quand on a une idée, à quel moment ça devient une propriété privée? Alors, nous parlons des questions liées au numérique. Avant donc de venir au fond de la question, nous allons dire basiquement ce que c'est que le numérique. Et le numérique s'entend comme tout ce qui a rapport au nombre, ce qui a rapport donc à la statistique, à l'algorithme, tout ce qui se réfère à l'automatisation, à la digitalisation. Et le mot le plus important qui va revenir après, c'est l'algorithme. Et l'algorithme, plus basiquement aussi, nous allons dire qu'il s'agit simplement de succession d'actions pour régler un problème, tout simplement. D'accord. Alors, venant à votre question, ça permet de se demander, de se dire où est-ce qu'on trouve l'innovation. Il faut pouvoir aller localiser l'innovation. Et il y a une multitude de sources. Mais puisque vous parlez des startups, nous allons pouvoir rester un peu dans cet ancrage et rester accolés au numérique pour donner juste 3 exemples. Il y a les applications web qui sont des sources d'innovation. Les applications web, qu'est-ce que c'est? Vous allez constater que il y a donc une interface qui vous permet d'aller lire des informations. Et là, il s'agit d'applications qui ne sont pas en réalité fonctionnelles. Mais derrière, vous avez d'autres applications. Et là, ce sont les applications les plus importantes qui sont très fonctionnelles. Là, derrière, vous avez du traitement qui se fait. Là, derrière, vous avez une base de données. Je donne un petit exemple. Une start-up qui met en ligne, qui met en ligne une application qui vous permet de savoir une trajectoire donc de Boycon à Cotonou, quels sont les véhicules disponibles et en quelle durée. Généralement, vous avez l'immatriculation du véhicule, peut-être l'identité du conducteur, peut-être son contact. Ces éléments sont générés quelque part dans une base. Et dans le même temps, il y a les informations sur le trajet du conducteur. Il a déjà quitté Boycon? Non, il n'est pas à Boycon, il est toujours à Boycon, donc vous pouvez embarquer avec lui à 10 heures. Là, vous voyez, ce sont des applications qui sont très fonctionnelles et généralement, on y accède par les navigateurs courants que nous connaissons, Internet Explorer, Chrome, voilà. Deuxième catégorie d'applications qui appellent également de l'innovation, ce sont les applications mobiles. Nous les avons beaucoup plus aujourd'hui, c'est ça qui est fréquent.
Et il faut aller les chercher où? Ce n'est pas avec des navigateurs, mais c'est plutôt sur le Play Store qu'il faut aller les chercher. Et là-dedans, il suffit de faire l'exercice, vous verrez qu'il y a tout type d'applications. Pour connaître par exemple les pharmacies qui sont de garde, pour connaître le prix d'un médicament, d'une molécule, pour avoir l'information sur l'emploi du temps de votre enfant dans une école, etc. La troisième catégorie, qui est la dernière dont nous allons parler, c'est beaucoup plus les applications que j'allais dire embarquées. Embarquées. Contrairement aux deux premières, vous n'avez pas à aller les chercher quelque part, mais c'est incorporé et qui fonctionne automatiquement. Deux exemples pour illustrer. Les caméras. Vous avez une caméra qui est placée dans une enceinte ou quelque part. Naturellement, les briques sont faites de telle sorte que cette caméra détecte l'action et les mouvements pour faire la diffusion ou pour faire le stockage des images. Et donc, une application qui ne vous oblige pas à aller vers un navigateur. Je prends par exemple une montre, et je crois que ça se développe de plus en plus, qui a une application embarquée. Lorsque vous prenez cette montre, je suppose que ça permet par exemple d'avoir des informations sur la santé du porteur, son rythme cardiaque, sa respiration, et ces informations sont envoyées à son médecin traitant. Voilà autant d'applications qui appellent de l'innovation et qui appellent donc de l'inventivité. Et c'est pourquoi j'essayais de parler tout à l'heure de l'algorithme comme ensemble ou bien succession d'actions pour régler un problème. Donc derrière ces petites applications, qu'est-ce qu'on constate souvent? C'est rien que des algorithmes, et très généralement d'ailleurs pour régler des problèmes tels que les exemples donnés. Mais qu'est-ce qui se passe généralement lorsque nous avons, ou les inventeurs ont ces applications? Il se fait qu'ils n'empruntent pas le chemin qu'il faut, et c'est là la question que vous soulevez. Ne pas se faire voler son idée. Et il faut passer à la protection. Et comment passer alors à la protection? Et qu'est-ce que prévoit la loi dans ces cas de figure? Alors déjà, basiquement, je vais commencer par dire que nous avons trois possibilités ou trois instances pour faire de la protection. Il y a les instances au plan national, au plan régional, j'allais dire africain, et puis au plan mondial. D'accord. Au plan national, nous avons l'ANAPI, l'Agence nationale de la propriété industrielle, qui est au Bénin la structure qui vous permet de déposer une demande pour pouvoir protéger votre invention. D'accord. Au plan africain, c'est l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et enfin, au plan mondial, nous avons l'OMPI. D'accord. L'ANAPI ne se charge pas de protéger votre invention, mais vous déposez la demande à l'ANAPI qui l'enregistre et l'envoie au niveau à Yaoundé, au niveau donc de l'OAPI. D'accord. Et en ce moment, les études se font pour qu'à l'arrivée, vous ayez le brevet sur votre invention. Et là, ça permet de protéger votre invention au sein donc des États membres de l'OAPI. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe quand la start-up suit cette procédure, ces procédures-là, et se fait quand même voler son idée? Dans ces cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Voilà, généralement, avant qu'on arrive même à qu'est-ce qui se passe, lorsque vous avez une invention à breveter, il y a absolument deux choses qu'il faut viser. La première, c'est la nouveauté. Votre invention doit être vraiment une nouveauté. Et la deuxième chose, il doit s'agir d'une activité de création. Et donc utile pour la société. Et dès lors que la start-up
a rempli ces critères et qu'elle fait ça avant que de faire son dépôt d'enregistrement, il ne faut pas en parler. Il faut garder. Il faut garder le secret. On n'en parle à personne. On n'en parle à personne. On ne publie pas sur les réseaux sociaux. Non, pas secret d'Afrique. Vous voyez, même en matière musicale, il y a de ces musiciens qui sont aussi toujours dans le domaine des œuvres de l'esprit, qui au lieu donc de passer d'avoir la production, d'assurer la protection qu'il faut, vous voyez des extraits, vous voyez des diffusions sur YouTube, et ils ne s'attendent pas à ce que cela prenne. Ça prend, et puis clic, ils commencent par se plaindre. C'est trop tard. Donc c'est une condition très essentielle, le secret, vous n'en parlez pas, jusqu'à enregistrer. Parce que l'étude même commence à partir de la date d'enregistrement, pour voir l'antériorité. Nous pouvons être deux inventeurs dans deux différents coins à penser la même chose. Mais qui a déposé pour demander la brevetabilité avant qui? Il y a un problème d'antériorité qui va se poser. D'accord. Et généralement, à la recherche puisqu'on parle des startups, généralement à la recherche donc de sources de financement, ils portent naïvement l'idée, ventilent l'idée, joint même le business plan qu'il y a derrière, etc. Donc il ne faut pas le faire en réalité. Non, il ne faut pas le faire en réalité. Il faut garder le secret. Il faut d'abord entamer la procédure pour s'approprier cette idée réellement devant la loi avant de divulguer. Merci beaucoup à vous. J'ai l'impression que les startups en fait ne pensent pas, ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas non seulement informés, bon on suppose qu'ils ne sont pas informés, enfin ces startups elles ne sont pas informées et donc du coup elles se disent que non, une idée, une innovation, c'est pour moi et puis ça passe, je peux publier, je peux déjà commencer par diffuser des informations là-dessus, créer une application du coup comme ça et balancer et puis après on remarque que quand même dans le rang des startups, il y a des idées qui se ressemblent, il y a des applications qui se ressemblent aussi. Similaires, oui. Qui sont similaires à part les promoteurs qui sont différents. Donc aujourd'hui, vous en savez un peu plus. Merci beaucoup Rodolphe Adjaïbé pour toutes ces précisions. Merci. Hélène, ce sera tout. Merci à toi. Le Tu plaisir. te charges de les informer davantage. Ça, c'est sûr. Alors, avec Herman, on parle de découverte archéologique, on parle de prix Nobel de la paix, prix Nobel de la littérature et même scientifique peut-être. Un mélange, un pêle-mêle pour vous. Herman, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Bruno Soali. Bonjour Mylène, je salue les téléspectateurs. Bonjour à vous Herman. Très belles lunettes. Merci. Alors, Herman, l'île de Gorée a rouvert ses portes. Oui, bien sûr, l'île de Gorée, symbole de la traite atlantique et destination prisée des touristes au large de Dakar, a rouvert aux visiteurs sans grande affluence après 7 mois de fermeture imposée par le coronavirus qui a sévèrement affecté son activité. Cette réouverture est assortie de mesures comme le port obligatoire du masque dans la chaloupe qui transporte et ramène les visiteurs, mais aussi sur l'île, y compris à l'extérieur. Selon la mairie, elle sera progressive à raison de 8 navettes de chaloupe par jour au lieu de 12 précédemment, a précisé la municipalité. Gorée, à quelques kilomètres au large de la capitale sénégalaise, était fermée aux visiteurs depuis le premier cas de contamination déclaré au Sénégal. C'était le 2 mars dernier. Seuls ces quelques 2000 habitants étaient autorisés à prendre les bateaux qui desservent l'île et assurent son approvisionnement. Lieu de mémoire inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme symbole de l'exploitation humaine, mais aussi site pittoresque sur l'Atlantique, Gorée, d'où sont partis pendant plusieurs siècles les esclaves africains vers les Amériques, attire habituellement des foules de visiteurs. Nombre d'habitants de Gorée travaillent sur le continent, d'autres gagnent leur vie sur place, essentiellement du tourisme et de ses dérivés. La fermeture de l'île aux visiteurs l'a longtemps préservée de la pandémie jusqu'au premier cas rapporté fin août. Suivez ici la réaction de quelques visiteurs et également de quelques professionnels qui travaillent donc dans l'écosystème touristique de l'île de Gorée. Regardez. De venir regarder un endroit après une pandémie pareille. Donc c'est beau quand même. En tout cas, moi quand même j'apprécie, malgré que l'ambiance n'est pas comme je suis venu il y a 9 mois.
On a beaucoup souffert. Il n'y a pas de travail. Et ici, c'est le lieu touristique pour les gens qui viennent ici. On ne travaille plus. Ma mère, elle est touristique. Elle vend des colliers depuis lors. On a fait mairie de Gorée. Mais, Dieu merci, la mairie de Gorée a aidé les jeunes, les artistes qui sont là, pour les donner de l'argent. Le fait de voir des touristes fait un petit peu revivre l'île. Parce que Gorée a toujours reçu beaucoup de monde. C'est un lieu touristique où, bon, quand il n'y a pas de touristes, on est comme un petit village isolé. Donc le fait que les gens reviennent, bon, ça nous réconforte. Peut-être ça peut faire redémarrer les activités économiques telles que la restauration et pas mal de choses. Que l'île, dans sa globalité, soit restée 7 mois sans fermer, que moi je reste 7 mois sans travail, en plus de payer mon personnel pendant 7 mois, vous voyez. Donc c'est une période sombre pour un investisseur. Voilà donc l'île de Gorée qui rouvre ses portes et vous le savez, Gorée, son équivalent au Bénin, on peut dire que c'est Ouidah, qui quand même a été aussi un point stratégique dans le commerce des esclaves. Bruno, le tourisme il est très important. Oui, il est très important, surtout on sait ce que Gorée représente pour tout le Sénégal. C'est une véritable plaque tournante donc, du tourisme. Même on va dire en Afrique de l'Ouest, il y a tellement de milliers de gens à travers le monde donc, qui viennent visiter ce site-là. Et donc c'était normal de rouvrir parce que c'est quand même, on va dire, des sites qui participent énormément à l'économie d'un pays comme le Sénégal. Donc le tourisme, on sait ce que le tourisme est pour le Sénégal. Donc rouvrir, on va dire, ce lieu touristique au monde ou aux visiteurs, c'est pas mal, mais il faut vraiment veiller parce que la menace reste permanente. Oui. Surtout qu'en Europe, il y a une deuxième vague progressivement qui est en train de s'installer. Et qui apparemment même dépasse en chiffres plus virulente que il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui sont en alerte rouge, on est en train de craindre une deuxième phase de confinement en Europe. Alors on va à nouveau dans un pays riche en histoire, l'Égypte, où il y a eu d'importantes découvertes archéologiques. Oui, des archéologues, Mylène Bruno, ont dévoilé en Égypte une 60aine de sarcophages en parfait état, découverts dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire, où ils avaient été ensevelis il y a plus de 2500 années. D'après les premières observations, les sarcophages renferment les dépouilles de prêtres, des responsables politiques de haut rang et de personnalité. L'ouverture de l'un d'entre eux devant la presse et des invités rassemblés sous une grande tente a révélé une momie parfaitement préservée, ornée de hiéroglyphes colorés avec un visage aux traits finement dessinés. Des dizaines de statues ont également été récupérées aux alentours, en particulier une figurine en bronze du dieu de la fleur de lotus Nefertum. Tous les sarcophages couverts de dessins complexes aux couleurs vives ainsi que les hiéroglyphes doivent être transportés au Grand Egyptian Museum, l'UGM, dont l'inauguration prévue fin 2020 a été reportée à l'année suivante. Ils seront placés dans une salle faisant face à celle qui doit accueillir 33 sarcophages scellés de prêtres de la 22e dynastie découverts en 2019 à Luxor, dans le sud de l'Égypte. Le site de Saqqara, qui se trouve à 25 km au sud des pyramides du plateau de Gizeh, abrite la nécropole de la capitale de l'Égypte, ancienne Memphis. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la première grande découverte, Mylène Bruno, depuis que la pandémie du nouveau coronavirus a atteint l'Égypte, entraînant la fermeture des musées et des sites archéologiques pendant 3 mois. Les fouilles menées à Saqqara ont mis au jour ces dernières années des trésors archéologiques ainsi que de nombreux animaux momifiés, serpents, oiseaux, scarabées, etc. L'Égypte espère que toutes ces trouvailles et son nouveau musée vont dynamiser le tourisme mis à mal par l'instabilité politique et les attentats après la révolution de 2011 ayant chassé du pouvoir l'ancien président Hosni Moubarak. Voilà donc qui vient confirmer le fait que l'Égypte est quand même une très grande civilisation. On ne le dira jamais assez. On sait ce que représente l'Égypte pour l'humanité. C'est un pays source, on peut dire. Oui, c'est un pays source, vous avez trouvé la bonne expression. C'est un pays source et c'est un pays chargé d'histoire aussi. C'est un pays, c'est l'une des premières civilisations au monde. Quand on sait tout ce que l'Égypte a apporté à l'humanité, il est dit que l'écriture est née en Égypte, de même que beaucoup d'autres apports scientifiques qui sont liés à l'Égypte jusqu'aujourd'hui. Les papyrus, jusqu'aujourd'hui, les pyramides continuent d'être une véritable source de recherche parce qu'on ne
comprend pas jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à expliquer comment les pyramides d'Égypte ont été construites. Donc voilà, ces découvertes sont intimement liées, on va dire, à l'histoire de l'Égypte tout simplement. Alors on parle à présent des lauréats des prix Nobel. Prix Nobel en chimie, en physique, par hasard, il y en a eu, parce qu'on parle science. Oui, on parle science et on va rester donc fidèle aux appellations des différents prix Nobel et on entame par le prix Nobel de la médecine attribué aux Britanniques Michael Houghton et les Américains Harvey Alter et Charles Rice pour la découverte du virus de l'hépatite C. Ce prix vient couronner la contribution décisive du trio de virologues à la lutte contre une maladie considérée comme, je cite, un problème de santé mondiale majeur qui provoque la cirrhose et le cancer de foie, a déclaré donc le jury Nobel le matin de l'annonce. L'hépatite C cause 400 000 décès chaque année sur la planète selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est une estimation de 2016 et on estime que soit 11 millions d'individus sont porteurs chroniques de cette infection virale. Quant au prix Nobel de physique, il a été décerné au chercheur britannique Roger Penrose, à l'allemand Rainer Genzel et à l'américaine Andrea Ghez. Roger Penrose a été récompensé pour avoir découvert que la formation d'un trou noir était une prédiction solide de la théorie de la relativité générale, tandis que Rainer Genzel et Andrea Ghez ont été premiers pour la découverte d'un objet compact supermassif dans le centre de notre galaxie. C'est très technique tout ça. Il y a à peine un demi-siècle, l'existence même des trous noirs était encore controversée. L'an passé, ces objets gigantesques réputés invisibles ont pu être montrés pour la première fois sur une image révolutionnaire, signe des progrès accomplis pour percer le secret galatine. Mylène, en ce qui concerne le prix Nobel de chimie, c'est à une équipe, allais-je dire, 100% féminine qu'il a été décerné. La française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna ont été récompensées pour leur découverte d'un outil nucléaire moléculaire qui permet, je cite, de réécrire le code de la vie. En 2012, les deux scientifiques ont mis au jour un nouvel outil capable de simplifier la modification du génome. Le mécanisme s'appelle CRISPR-Cas9 et est surnommé ciseau moléculaire. Il est facile d'emploi, peu coûteux et permet aux scientifiques d'aller couper l'ADN exactement là où ils le veulent pour, par exemple, créer ou corriger une mutation génétique, voire soigner des maladies rares. Mylène, les deux lauréates deviennent les 6e et 7e femmes à remporter un Nobel de chimie depuis 1901. C'est aussi la 4e fois seulement qu'un prix scientifique est 100% féminin, après ceux obtenus en chimie par la franco-polonaise Marie Curie en 1911 et par la britannique Dorothy Crowfoot Hodgkin en 1964 et celui obtenu en physiologie-médecine par l'américaine Barbara McClintock. C'était en 1983. Bruno, est-ce qu'il ne faut pas que Marcel revienne là-dessus, parce que de l'ADN, on en a parlé et là, il y a une nouvelle découverte. Donc Marcel... ça va être un très bon sujet, pourquoi pas. Mais c'est beau de voir tout ça parce que... Mais ce n'était pas fini. Il reste le prix Nobel de littérature. Le prix Nobel de littérature, c'est à l'américaine Louise Gluck, qui a décroché donc le prix Nobel de littérature. Elle a été remarquée pour, je cite, sa voix poétique caractéristique qui, avec sa beauté austère, rend l'existence individuelle universelle. Pour reprendre donc les mots de l'Académie suédoise, après un premier ouvrage intitulé Firstborn, la poétesse a rapidement été reconnue comme faisant partie des poètes les plus importants de la littérature contemporaine. Elle a publié 12 recueils et quelques volumes d'essais sur la poésie. Et enfin, le prix Nobel de la paix est revenu au PAM. Oui, le programme alimentaire mondial. Les Nations Unies donc ont été distinguées pour le programme alimentaire mondial, lequel a permis de nourrir des dizaines de millions de personnes dans le monde, du Yémen à la Corée du Nord, opérant aussi bien par hélicoptère, cadeaux, d'éléphants ou de chameaux. Le PAM se présente comme la plus grande organisation humanitaire, une nécessité puisque selon ses estimations, 690 millions de personnes, soit une personne sur 11, souffraient de sous-alimentation chronique en 2019. Et sans doute davantage cette année à cause de la pandémie. Fondé en 1961, le programme alimentaire mondial, dont le siège est établi à Rome, est financé intégralement par des contributions volontaires. Il dit avoir distribué 15 milliards de rations et assisté 97 millions de personnes dans 88 pays l'an dernier. C'est énorme.
vraiment énorme. Merci à toi, Herman. Tout le plaisir était pour moi. Alors, on nous dit souvent que la lettre de motivation a pour mission de convaincre notre interlocuteur de ce que nous sommes la personne qu'il recherche. Est-ce vrai? Comment écrire une lettre de motivation et quelles sont les clés pour convaincre l'employeur? C'est avec Bruno Swal. On parle de lettres de motivation. Oui, on parle de lettres. On rédige ce midi. Hein. Ah oui, on va, voilà, nous sommes au stylo. Au stylo, on y va. Nous sommes au stylo, mais comme on est aussi à l'aide du numérique, voilà, on est avec les tablettes et tout. On va parler de la lettre de motivation, mais aussi de la lettre de demande d'emploi. C'est voilà, c'est parfois lié, parfois aussi avec des différences et tout ça. C'est notre invité qui va nous en parler parce qu'il nous arrive, ou il nous est tous arrivé dans notre vie à un moment donné ou à un autre de rédiger une demande d'emploi ou une lettre de motivation selon les exigences donc, de l'employeur ou de la structure pour laquelle nous postulons. Mais souvent, on est à des moments donnés un peu confus entre les limites à ne pas franchir au niveau de la lettre de motivation, au niveau de la lettre de demande d'emploi. Qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut ne pas mettre, quelles sont les différences, quelles sont les ressemblances. Évariste Gokouno, professeur de lettres, va nous en parler. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour Mylène. Bonjour. Alors, déjà, c'est quoi la lettre de motivation, c'est quoi la lettre de demande d'emploi? La lettre, je vais commencer par la lettre de demande d'emploi. D'accord. Voilà. La lettre de demande d'emploi, c'est une lettre administrative qu'un postulant à un poste adresse à une société, à une entreprise, pour solliciter un poste, simplement. D'accord. Et la lettre de motivation, par définition, elle désigne aussi une correspondance dans laquelle un postulant à un poste exprime les raisons qui fondent sa candidature au dit poste. Il y a déjà là une différence. D'accord. Dans la lettre de demande d'emploi, on sollicite simplement le poste et on présente son profil. Mais dans la lettre de motivation, on va plus loin pour aborder les raisons qui fondent donc sa motivation, les raisons qui justifient donc sa candidature. Et qui font de vous un candidat parfait au profil idéal, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, quelles sont les ressemblances du coup, puisque dans chacune des deux lettres, je semble comprendre qu'il faut quand même, d'une manière ou d'une autre, prouver que vous êtes l'homme de la situation, comme on dit souvent. Tout à fait. Dans la lettre de demande d'emploi simple, c'est deux paragraphes généraux, 2 ou 3 paragraphes. Et à ce niveau, dans le premier paragraphe, le demandeur d'emploi rappelle le poste qu'il sollicite. D'accord. Voilà. Et dans le deuxième, il présente son profil. Et dans le troisième paragraphe, il exprime son espoir d'avoir une suite à sa demande. C'est une lettre courte. Elle est relativement courte. Ça respecte les exigences d'une lettre administrative. Donc, et le nom et l'adresse du destinataire, de celui qui rédige, c'est dans l'angle gauche du papier, dans le sommet, et toujours en haut, au milieu vers le droit. Quand on tend vers la droite. Ça, c'est le lieu et la date. Le lieu est suivi toujours d'une virgule. Cotonou, virgule, le 13 octobre 2020. Il y a toujours une virgule là. Et en dessous, c'est l'adresse du destinataire, celui à qui on envoie son titre. À monsieur le directeur de telle société. Quand on écrit cela, juste en bas de cela, on écrit la ville où se trouve l'entreprise. Si l'entreprise se trouve à Cotonou, on met Cotonou et on souligne. Il y a ce détail parfois qu'on ne retrouve pas. D'accord.
On souligne. Nous sommes là en dessous du destinataire. Du destinataire. Du destinataire, voilà. On souligne. Et on va à la ligne maintenant. Il y a l'objet. L'objet, c'est de ce côté. À gauche. À gauche, voilà, à gauche, sous le nom et l'adresse du destinataire. Voilà, celui qui envoie. Et nous avons donc la formule d'appel qui est sous l'adresse du destinataire, d'accord, et le corps de la lettre commence. C'est une lettre qui est signée de celui qui envoie. D'accord. Alors dans les deux cas, ou dans lequel des deux cas, faut-il parler de son expérience et de son vécu? C'est au niveau de la lettre de motivation. À ce niveau-là, il y a 3 paragraphes globalement. Le premier paragraphe indique le profil. Le premier paragraphe indique le profil du candidat et rappelle le poste sollicité. Il se présente de sorte à valoriser son profil et à traduire donc ses compétences. C'est là où il faut parler des compétences. Et le deuxième paragraphe est consacré à l'entreprise. Dans le deuxième paragraphe, il montre qu'il connaît bien l'entreprise. Nous sommes là dans la lettre de motivation. Nous sommes dans la lettre de motivation. D'accord. Voilà. Donc il faut aussi montrer dans la lettre de motivation que vous connaissez très bien l'entreprise à laquelle vous adressez. Il faut faire des recherches sur l'entreprise. Pas aussi, si vous dites aussi, c'est comme si... Du coup, est-ce qu'il faut dire son admiration aussi pour l'entreprise? Parce qu'on a souvent tendance, dans les lettres de motivation, à faire l'éloge. On évite les flatteries. Il faut être objectif. Pourtant, c'est bien présent dans les... oui, il faut être objectif. De toute manière, la règle dit qu'il faut être objectif. On parle de votre noble entreprise, votre noble société. Oui, les superlatifs sont là. Les superlatifs, mais dans l'objectivité. D'accord. Voilà. Donc, le premier paragraphe, comme je l'ai dit, le premier paragraphe indique le profil du candidat et rappelle le poste sollicité. Et le profil, il le rappelle de sorte à montrer quand même ses compétences. Et donc, c'est dans le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe est consacré à la société ou à l'entreprise. C'est à ce niveau qu'il montre qu'il connaît l'entreprise. Il présente un peu les succès de l'entreprise et puis voilà. Et le troisième paragraphe est consacré à ce qu'il entrevoit de faire avec cette entreprise-là au cas où il serait admis, au cas où il serait accepté. Donc, ce schéma est souvent présenté comme moi, vous et nous. Nous. Moi, donc le premier paragraphe c'est moi, oui. Mon deuxième profil, paragraphe, mes compétences. Deuxième paragraphe, vous, l'entreprise, ses succès, tout ce que c'est de l'entreprise, voilà. Et troisième paragraphe, nous. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble si vous m'acceptez? C'est aussi signé du demandeur d'emploi. Mylène? La lettre le cours est, demande d'emploi. Le cours est court et précis. Oui. Et c'est bien résumé en plus. Bien résumé en plus. Il est droit dans son job, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Ailleurs, voilà, il le fait contre de l'argent. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est rémunéré ailleurs. Ah oui, c'est tout un cours. Merci à vous. Je vous en prie, Bruno. Merci, Mylène. Je vous en prie. Bruno, merci. C'est moi. Alors, bien-être, aujourd'hui, nous amène encore au cœur de la santé mentale. Comment reconnaître les signes avant-coureurs d'une dépression mentale? Marcel, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour chers amis téléspectateurs. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et chez toi? Je vais très bien. Alors, on parle à nouveau de la santé mentale, reconnaître les signes avant-coureurs. Effectivement, oui, nous avons parlé de la santé mentale jeudi dernier. Nous sommes encore là pour parler de la santé mentale. Mais cette fois-ci, nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur les signes avant et pendant et même après qu'on ait découvert que vous souffrez d'une maladie mentale. Et notre invitée encore avec nous, Madame Segbede Alibono, bonjour. Bonjour à vous. Merci de faire encore le déplacement pour être avec nous. C'est plutôt moi qui vous remercie. Alors, Mylène l'a su le dire, on parle cette fois-ci des signes pour distinguer celui qui souffre, je vais dire, de la maladie mentale. Mais déjà, comment reconnaît-on
cette personne qui est prédisposée à développer une maladie mentale? Merci beaucoup. Je vais m'accentuer un peu plus sur les signes avant-coureurs, les signes qui annoncent une maladie mentale pour permettre aux amis téléspectateurs de toucher du doigt devant quel comportement, devant quelle attitude on peut soupçonner une maladie mentale. Mais il est important de dire que c'est un professionnel de santé mentale qui diagnostique une maladie mentale. On peut se dire tel comportement est bizarre. En l'occurrence, quel profil? En l'occurrence, c'est un médecin psychiatre, c'est un psychologue, ça peut être aussi un assistant social, ça peut être également un éducateur spécialisé, parce que toutes ces disciplines ont quand même des compétences qui pourraient diagnostiquer un aspect de santé mentale en difficulté. D'accord. Alors, donc, je reviens pour dire que même si les populations, les familles soupçonnent des choses, il est intéressant de ne pas étiqueter rapidement quelqu'un de ci ou de ça. Bien sûr. Quels sont les signes qu'on pourrait remarquer chez quelqu'un et penser à une maladie mentale? Il y a plusieurs domaines de vie que la maladie mentale va toucher. Par exemple, la présentation physique. La présentation physique, le sommeil, l'appétit, les comportements sociaux, les habitudes de consommation d'alcool ou de drogue, par exemple. La consommation d'alcool peut prédisposer aussi à une santé mentale, à une maladie mentale? Tout à fait, tout à fait. Également, il y a quelque chose que nous appelons les activités de perception. J'en parlerai tout à l'heure. Mais aussi, il y a les pensées que les individus ont, les personnes ont. La façon dont ces types de compartiments de la vie va commencer par se présenter pourrait faire penser à une maladie mentale. Quand je prends la présentation physique, la négligence dans la présentation physique, la malpropreté, ne pas pouvoir se soigner ou le faire trop. L'excès même dans aussi, la propreté ou l'excès dans la présentation. Il faut savoir prendre soin de soi, mais quand c'est en excès aussi, ça peut annoncer quelque chose. Surtout que si ça se présente comme un changement de comportement. La personne n'excède pas l'habitude et subitement, c'est trop de propreté ou trop d'habillement trop visible, de maquillage et tout le reste, ça peut faire penser à quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Ou de la négligence, on ne se lave plus, on ne se soigne plus, on ne se peigne plus, et puis voilà. Dans le sommeil, par exemple, dormir trop ou dormir peu, on peut commencer par s'interroger un peu. Dans l'appétit, ne plus avoir l'appétit. Ou manger trop également. Dans les pensées, il y a des formes de croyances qui sont envahissantes. Parlons des signes annonciateurs. Tout à fait. C'est toujours des signes qui annoncent. C'est vrai qu'il y a des signes. Pour connaître tout ça, reconnaître tout ça, il faut être proche de la personne. Mais oui, on ne peut pas le savoir. Soit on est dans la famille, soit on est dans l'environnement professionnel, ou on est dans l'environnement amical. Et quelqu'un qui commence par dire des choses ou croire des choses qui ne sont pas vraies. Et qui défendent coûte et coûte qu'il y a des personnes qui lui veulent du mal, que l'environnement est toxique. Voilà autant de choses. Ou si la personne consomme de l'alcool ou commence par consommer de l'alcool, ce n'était pas du tout de ses habitudes. À une soirée où quelqu'un prend d'habitude de l'eau ou d'autres formes de boissons, mais on remarque qu'il y a un goût qui s'installe pour l'alcool. Et celui qui a déjà, mais qui présente déjà des symptômes, des signes, je vais dire, de maladie mentale, comment est-ce que ces signes-là se développent chez lui? C'est autant de choses que je viens de citer, mais avec une certaine gravité, une sévérité. Vous voyez, les choses vont commencer par prendre de l'ampleur. Elles vont commencer par handicaper la personne dans son quotidien. Et l'handicaper dans son relationnel. Donc ça va commencer tout timidement et ça va créer de la souffrance chez la personne. La personne peut avoir conscience de cette souffrance-là, comme elle peut ne pas avoir conscience de la souffrance. Mais ça va créer également des difficultés dans le relationnel. Donc, c'est la manière dont les signes vont se préciser dans le temps, vont s'aggraver dans le temps et vont handicaper le contact social, l'accomplissement des tâches quotidiennes, c'est ça qui va faire est-ce qu'il y a la une maladie manière mentale. de freiner le développement de ces signes, ou si la maladie est déjà installée, est-ce qu'il y a une manière de lutter contre son développement?
Bien sûr, puisqu'on arrive à nommer la maladie mentale, on arrive à nommer les troubles mentaux ou même les problèmes psychologiques. Ce qu'on peut nommer, c'est qu'on peut accompagner la chose, c'est qu'on peut soigner la chose. Il y a une prise en charge, voilà. Donc, on va agir sur les facteurs. Et avant de faire cela, c'est d'avoir le courage de demander de l'aide. Il y a un élément important dans l'accompagnement des personnes qui souffrent des maladies mentales. C'est déjà la volonté, je dirais, mais je dirais autrement pour dire la capacité à demander de l'aide. Donc, pouvoir demander de l'aide à un professionnel ou à un accompagnateur social, c'est le premier pas à faire. Soit qui souffre de cette maladie ou les proches. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une grande majorité de maladies mentales où ce n'est pas les individus mêmes qui vont aller vers des hôpitaux, des soignants, des psychologues. On va faire très rapidement la nuance entre santé malade et maladie mentale. Parce qu'il y en a qui font la confusion. Nous-mêmes, nous avons l'habitude de faire cette confusion-là. Oui, tout à fait. Quand on parle de santé mentale, c'est un état de bien-être. Un état de bien-être qui permet à l'individu d'accomplir son potentiel de vie, de surmonter les difficultés éventuelles de vie et d'être utile à sa communauté. D'accord. Donc, il y a 3 choses dedans, quand on va parler de santé mentale. C'est un état de bien-être qui permet à la personne d'accomplir son potentiel de vie. C'est-à-dire, la personne a un rêve, a une vision, a quelque chose, donc il peut l'accomplir efficacement. Mais il a également l'aptitude et l'attitude qui lui permet de surmonter les difficultés de la vie. Par contre, la maladie mentale. Par contre, quand on est dans la maladie mentale, on est un peu dans un désordre. Dans un désordre dans les pensées, dans les comportements, dans les émotions, qui handicapent l'épanouissement et qui handicapent le contact avec la société. Et je peux dire que la question ou le sujet du jour a tellement une grande importance qu'il y a même une journée qui est retenue pour célébrer la maladie. Et on est même dans ce mois, le mois d'octobre. Le mois d'octobre, précisément le 31 prochain. En tout cas, on ne va pas faire de la communication. On vous souhaite un très bon mois de santé mentale. Merci beaucoup à vous, Mylène. Merci également à vous, Madame Selbede Aligbono. Merci à toi pour ce sujet. Merci à vous pour votre disponibilité. Pas de santé mentale, pas de santé physique, c'est bien ça. Et pas de développement non plus. Oui, alors prenez surtout soin de vous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.